Bonjour, donc, j'ai été présentée. Je vais vous exposer quelques résultats, données de ce champ disciplinaire qui est un petit champ en croissance que sont les neurosciences de la musique et en particulier de la voix chantée. Et puis ensuite, on aura bien du temps pour échanger, que vous me fassiez des retours d'expérience, des questions, commentaires sur ce que vous avez entendu. Et puis vous pouvez aussi lever la main au milieu de l'exposé et on peut aussi échanger au fur et à mesure. Le chant est-il une spécialité de la cognition humaine ? Non, on sait qu'il y a des milliers et des milliers d'espèces d'oiseaux qui chantent et il y a beaucoup de publications sur les corrélats cérébraux du chant chez l'oiseau et les processus d'apprentissage chez l'oisillon qui apprend donc les chants de son groupe, de son espèce. Les baleines à bosse aussi ont des chants qui ressemblent à l'humain. Et les processus d'apprentissage et de transmission de génération en génération sont assez similaires à l'humain, avec d'abord une exposition implicite, donc un apprentissage implicite au chant de sa culture, le petit qui babille, qui fait des jeux vocaux, et puis petit à petit on reconnaît dans les chants de l'oisillon ou du petit baleineau des éléments des chants de son groupe, du répertoire de son groupe, de sa culture, et puis petit à petit il intègre correctement les chants de son espèce et de son groupe géographique. Mais bien sûr, la cognition du chant chez l'humain est beaucoup, beaucoup plus complexe et a des caractéristiques propres. Et c'est un champ de recherche beaucoup plus récent et on peut dire qu'il débute. Donc on connaît encore peu le système cérébral du chant chez l'humain. Par exemple, une capacité unique chez l'humain, c'est de pouvoir moduler la hauteur de sa voix sur une seule expiration. Parmi les primates, il y a des vocalisations, mais il faut reprendre son inspiration pour pouvoir changer de hauteur de son. Par exemple, un singe qui rit, il fait « ha » et puis il inspire et puis il fait encore « ha ». Tandis que l'humain peut faire plusieurs « ha » à différentes hauteurs sur une seule expiration. Donc il y a cette capacité de base qui n'est présente, qui est le propre de l'humain. Chanter à l'unisson est quelque chose qui est impossible pour les oiseaux, par exemple. Malgré la complexité et la beauté de leur chant, ils ne pourront jamais produire la même note et au niveau harmonique, harmoniser leur production vocale, ni synchroniser leur production vocale. Donc là, on a quelque chose qui est le propre de l'humain et qui génère, dont je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais aussi pas mal de recherches en ce moment, la synchronisation et le rythme dans le système cognitif de l'humain. Enfin, évidemment, il y a une créativité que l'animal n'atteint pas, malgré toute la richesse et le nombre de chants qu'un oiseau peut posséder. L'humain peut improviser et sortir des chants du répertoire de sa culture. Donc là, on est dans quelque chose de vraiment unique. Alors aujourd'hui, on va parler des bases cérébrales du chant, de ce qu'on en sait aujourd'hui. Donc vous verrez que c'est quand même limité. Du lien entre perception et production, d'un point de vue neurosciences et cognition, et puis des défauts de justesse et de la musie. Alors les bases cérébrales du chant. Voilà à peu près un réseau, le réseau dont on sait qu'il est impliqué dans la production de la voix chantée. Le cortex moteur en rouge est activé, donc c'est de cette bande rouge que sont envoyées les commandes aux muscles, laryngés, respiratoires, etc. La bande verte, c'est le cortex somatosensoriel qui reçoit les informations proprioceptives, par exemple, donc savoir combien les muscles sont étirés, comment les organes se positionnent les uns par rapport aux autres. L'information arrive directement dans cette bande verte verticale. Les différentes aires bleues à gauche, ce sont des aires prémotrices qui préparent l'action et qui envoient l'information au cortex moteur en rouge. Il y a aussi le cortex auditif qui reçoit le feedback auditif. C'est l'ovale qui est coloré en violet. Les aires du langage, s'il y a articulation de paroles, notamment l'aire en bleu en bas à gauche, c'est l'aire de Broca, une des aires importantes dans la production du langage. Et puis des aires sous-corticales qui sont
pas dessinées ici, et puis des aires du traitement émotionnel qui sont vraiment au centre du cerveau, au cœur du cerveau, qui ne sont pas dessinées ici, qui sont activées aussi. Est-ce que le chant ou la musique relève plutôt du cerveau droit? C'est ce qu'on entend parfois, mais ce n'est pas tout à fait exact. C'est plutôt un réseau bilatéral avec une petite dominance à droite. Donc chanter et aussi entendre du chant ou entendre de la musique active vraiment les deux hémisphères avec une légère préférence, dominance du côté droit. Le son, quand il parvient au cerveau, est traité dans cette partie qui est rosée, donc c'était l'ovale de tout à l'heure, qui est dans le lobe temporal, donc derrière les tempes. C'est logique, c'est le nerf auditif, l'oreille puis le nerf auditif qui envoie les informations ici. Et puis, ce qui est la petite bande qui est colorée en bleu et qui s'enfonce dans la profondeur du cerveau. Donc là, on a coupé le cerveau le long des pointillés noirs à gauche, et on regarde la tranche du cerveau sur l'image de droite. Et vous voyez une petite bande bleue qui s'enfonce dans la profondeur. Et ça, c'est la toute première zone où arrive l'information, le son, l'information auditive par le nerf auditif. C'est là que sont extraits les caractéristiques telles que la hauteur, l'intensité, le timbre du son. Et on sait par exemple que lorsqu'une personne a une lésion de cet endroit, de cette petite zone bleue, par exemple suite à un accident vasculaire, elle peut devenir incapable de faire des tâches comme juger si un intervalle est montant ou descendant. Donc en laboratoire, on calcule par exemple un seuil de discrimination. Un seuil en présentant 2 notes à la personne et en lui demandant est-ce que cet intervalle monte ou descend. Si la personne donne la bonne réponse, on réduit l'écart entre les 2 notes et puis on repose la question jusqu'à ce qu'elle se trompe. Quand elle se trompe, on réécarte un petit peu l'espace entre les notes et on détermine ainsi le seuil qui est la limite à partir de laquelle la personne n'entend plus la différence entre les notes et donc ne peut plus juger de leur direction. Ça, c'est un exemple de petite tâche qu'on fait en laboratoire et donc on peut quantifier une sensibilité ou des capacités sensorielles. Donc on sait par exemple qu'une lésion de cette zone bleue, le cortex auditif primaire élève le seuil, donc gêne la capacité de traiter le son, de faire des tâches basiques comme celle-là. Basique ou pas basique. Dans le cortex moteur, donc tout à l'heure on a vu cette bande rouge verticale, il y a une représentation de chaque organe du corps qui est très bien organisée. C'est comme si tout le corps était dessiné le long de cette bande de cortex, avec des assemblées de neurones qui codent chaque organe du corps. Il y a des assemblées de neurones spécialisées dans les mouvements du pied, des assemblées donc, qui sont tout en haut, des assemblées de neurones qui vont coder les mouvements du genou, et vous voyez qu'on peut dessiner un corps humain, mais qui est tout déformé le long de cette zone, parce que plus la zone est importante dans la motricité, plus il y a de neurones qui s'y consacrent. Donc par exemple, la main prend une place très importante le long de cette bande de cortex. Chaque doigt a une énorme zone qui lui est consacrée. Et on sait que les musiciens, un pianiste par exemple, développe et étend la zone consacrée à la main parce qu'il a beaucoup fait de mouvements fins de ses doigts. On peut penser, mais il n'y a aucune étude pour l'instant qui le prouve, que si on a beaucoup travaillé la motricité et aussi la sensibilité de ces muscles laryngés, peut-être la zone consacrée au larynx peut s'étendre. Pour l'instant, aucune étude n'a montré ça, mais on sait que c'est vrai pour pianistes, violonistes, voilà, les instrumentistes étendent la zone consacrée sur le cortex moteur, mais aussi sur la bande verte qui est juste à côté, dont j'ai dit qu'elle recevait les informations proprioceptives somesthésiques. Cette bande aussi contient cette même représentation de chaque organe du corps en fonction de leur sensibilité. Voilà. Donc il y a encore des débats sur où sont positionnés les organes, enfin les représentations des organes dans le cerveau. On pense que le larynx, la zone qui
commande le larynx et qui reçoit aussi juste à côté les informations sensorielles, laryngée, serait au-dessus des lèvres, à peu près au milieu de la zone là à droite. Alors comment on peut avoir ce genre d'informations ? Le cerveau, c'est une boîte inaccessible, bien protégée. Comment savoir qu'est-ce qu'il fait, quand il fait quoi, où se passent les lieux de commande et de réception de l'information ? Il y a plusieurs techniques. La première, la plus ancienne, qui date du 19e, c'est les études cliniques de patients lésés. Des corrélations anatomo-cliniques, c'est-à-dire observer un ensemble de symptômes chez un patient dont on sait la lésion. Donc à l'époque, on attendait que la personne meure pour ouvrir le cerveau et voir exactement où était la lésion. Et auparavant, on avait bien décrit tous les symptômes qu'elle avait. Maintenant, on étudie le patient et puis on a à côté un scanner, un IRM, qui nous montre exactement où est la lésion. Et on voit quand telle lésion a altéré tel endroit, qu'est-ce que ça provoque comme capacité, comme altération du comportement. On va voir un exemple tout à l'heure. Une deuxième technique, c'est l'IRM fonctionnel, depuis les années 90, où la personne est dans un tunnel et on peut lui demander de faire des tâches, de chanter ou d'entendre, par exemple, de la musique, et on verra des activations dans son cerveau. Et la dernière famille de techniques, c'est l'électrophysiologie. C'est des capteurs, on verra posés de différentes façons, qui enregistrent l'activité neuronale qui est de type électrique. Donc les neurones font des petites décharges électriques, donc on peut capter ces infimes signaux électriques ou magnétiques émis par toute activité neuronale. Alors un exemple d'étude clinique de patients lésés. En 2004, un cas d'amusie expressive acquise. Donc c'était un patient qui avait une lésion assez grosse. Donc quand c'est des grosses lésions, ça ne nous aide pas beaucoup à localiser de façon précise, et c'est souvent le cas. Mais quand même, c'était un tableau clinique intéressant. Une lésion qui faisait à peu près tout l'ovale noir, là, donc lésant énormément les zones, le cortex auditif. Et pourtant, cette personne avait une compréhension et production de la parole préservée, des intonations de la parole préservées, des capacités rythmiques préservées, la perception de la musique était aussi préservée, et son seul symptôme, c'était une perte de la capacité à chanter juste les intervalles. Donc la production chantée des intervalles était altérée suite à cette lésion. Donc ça, c'est des cas qui nous intéressent. On appelle ça des dissociations, en observant qu'est-ce qui demeure fonctionnel chez cette personne et qu'est-ce qui est altéré par rapport à une lésion. L'IRM fonctionnel, donc là on obtient des cartes du cerveau en niveau de gris, et puis il y a pas mal d'études en perception de la musique qui se font. En production, c'est beaucoup plus dur parce qu'il ne faut pas bouger, puis on est allongé, donc on n'est vraiment pas dans un contexte écologique pour savoir ce que fait réellement un chanteur quand il chante. On est loin de leur contexte. Mais malgré tout, il y a quelques études qui ont scanné des chanteurs dans le tunnel. En voilà une. Voilà ce que donne des chanteurs d'opéra qui chantent un aria comme ils peuvent dans un tunnel super étroit de 30 cm, allongés sur le dos avec une machine qui fait 110 décibels avec des bouchons d'oreilles pour protéger les oreilles de ce bruit de la machine. Donc, circonstances très adverses. Mais on voit ce réseau que je vous ai décrit tout à l'heure avec en verticale le cortex moteur et somatosensoriel, la grosse tache verticale, une tache horizontale qui est le cortex auditif. Voilà, donc on reconnaît bien ce réseau. En perception, des études ont montré qu'il y a des aires qui semblent préférer la voix à tout autre son. Elles s'activent de façon préférentielle, dominante, pour la voix humaine par rapport aux sons instrumentaux, environnementaux, cris d'animaux. Voilà, donc ces voix ce sont des sous-parties du cortex auditif que j'ai montré tout à l'heure. Et on les appelle voix sélectives.
Ce n'est pas que pour la parole, donc c'est la voix, y compris parole, la toux, tous les sons laryngés en fait. Le chant sollicite cet air de façon préférentielle. Il existe aussi un syndrome qui est rare, qui s'appelle la phonoagnosie, et qui rend les personnes incapables de reconnaître une voix, d'identifier à qui appartient cette voix, d'associer par exemple un visage avec une voix, personnage célèbre, personne de la famille. Voilà, donc ça c'est une lésion de cet air qui peut provoquer ce type de symptômes, mais c'est très rare. La dernière famille qui permet d'explorer les corrélats de la voix chantée, c'est l'électrophysiologie, donc mettre des capteurs de courants électriques qui vont être capables de recueillir et de retracer tous les courants électriques émis par les décharges neuronales. Donc on a l'électroencéphalographie à gauche, la magnétoencéphalographie à droite, où la personne a une sorte de casque de coiffeur sur la tête qui contient des capteurs très 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 puissants pour détecter des variations infimes de champs magnétiques. Ces études montrent par exemple qu'il y a une réponse électrophysiologique, une sorte de signature, une réponse du cerveau lorsqu'on entend une voix humaine par rapport à d'autres sons, comme tout à l'heure on l'a vu en IRM. Donc sons instrumentaux, sons de l'environnement, cris d'animaux. La réponse, donc à partir de l'axe désordonné, la personne commence à entendre une voix, un son, et si c'est une voix humaine, y compris un pleur, un rire, etc., la courbe noire est plus abaissée que la courbe en pointillé qui correspond au non humain, au non vocal. Donc quand c'est vocal, il y a un abaissement de la courbe noire, et voilà, donc quel que soit le type de production, il y a une différence si c'est vocal ou non vocal. Les chercheurs essayent d'identifier qu'est-ce qui rend la voix humaine. Donc ils ont essayé de prendre par exemple l'enveloppe temporelle du son, regarder si c'est des aspects spectraux, et isoler ça et voir si les signatures, la réponse cérébrale répond en fait plutôt à un aspect acoustique du son ou à un autre, mais c'est difficile et il semble que c'est un tout. Quand on essaye d'isoler acoustiquement la spécificité de la voix, on a du mal à réobtenir cette réponse spécifique à la voix. Alors, les chercheurs utilisent le mot de science. Il semble qu'il y ait une science particulière à ce stimulus qu'est la voix humaine, mais le mot science, c'est un mot on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Pourquoi elle est saillante et qu'est-ce que ça veut dire saillante dans le champ de la perception. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Un des challenges des chercheurs, c'est de créer des synthèses vocales, et aussi des industriels qui cherchent à avoir des synthèses les plus humaines possibles. Et c'est vraiment pas évident, surtout pour la parole, ça se fait bien. Pour le chant, c'est plus dur. Là, je vous fais écouter quelques synthèses qui sont pas terribles, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. À quoi reconnaît-on une voix humaine ? Donc, qu'est-ce qui manque dans ces synthèses qui sont pas terribles ? Alors, qu'est-ce qui manque à ces synthèses ? Elles étaient, il me semble, de meilleure en meilleure. La dernière était un peu meilleure. Je vous fais réécouter les deux meilleures. Qu'est-ce qui rend la voix humaine ou qu'est-ce qui la rend non humaine dans ces stimuli, selon vous ? L'intelligibilité, ouais. Donc le côté articulatoire, il n'est pas encore bien. Ouais. Il n'y a pas de vibrato. Ouais, ça, je pense qu'il gagnerait vraiment. Ouais, moi aussi, je trouve l'attaque, elle n'est pas. Mais trop régulier. Ouais, trop égal. Ouais, ouais. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Il y a la fin et il y a le début. Oui, là, la fin, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que l'attaque, elle est vraiment pas bonne.
Ouais. Ça, c'est intéressant. Il y a un mouvement de... Ouais, c'est vrai, ouais. C'est plus une concaténation de... Ouais. Le lien entre les notes et les syllabes est pas si bien fait, ouais. Vous disiez quelque chose aussi? Ouais. Exactement. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ça manque de fausseté, d'irrégularité, d'instabilité. Pardon? Ouais. Ça manque d'imperfection. Ouais. Ça, c'est intéressant. Mais du coup, c'est dur pour le chercheur de créer des stimuli imparfaits pour arriver à imiter, à faire des comparaisons et à imiter la voix humaine. Il faut injecter de l'imperfection dans son ordinateur. Donc quand on fait une étude en IRM où on veut faire écouter par exemple une voix versus un stimulus qui lui ressemble en tout point mais qui n'est pas humain, on se demande comment on dose le côté imparfait et le côté trop parfait. Une dernière technique d'électrophysiologie qui est pas mal une technique d'avenir, bien que très contraignante, c'est l'électrocorticographie. C'est d'implanter des électrodes dans le cerveau d'une personne. Donc là, c'est très très invasif. Oui, vous avez raison. Je vous ai épargné une photo réelle. Parce qu'il y en a sur Google. Donc, évidemment, pour des raisons éthiques, on ne le fait pas, sauf à des personnes qui, de toute façon, doivent avoir une ouverture de leur boîte crânienne parce qu'on recherche un foyer épileptique et qu'elles vont avoir une chirurgie cérébrale. Donc on profite de toute façon, on va leur ouvrir le crâne et on leur met des électrodes qui peuvent couvrir des zones parfois assez larges. Alors, on leur pose ces électrodes pour deux raisons. Premièrement, pour repérer un foyer épileptique et ensuite l'enlever en chirurgie. Donc c'est des épilepsies très graves, hein, vous comprenez. Deuxièmement, pour éviter de faire des erreurs dans l'exérèse de zones du cerveau, d'enlever des parties qui vont toucher le langage ou la motricité et que la personne perde plus que ce qu'elle gagne à l'opération de son foyer. Donc ces personnes, on leur demande si en plus ça les dérange pas, une fois qu'on leur a posé les électrodes pour des raisons médicales, est-ce que ça les dérange pas de faire des petits tests sur la perception de la musique ou du chant ou n'importe quoi d'autre, de l'attention, la parole. Donc voilà, il y a des chercheurs qui... Ah ouais? D'accord. Ouais, ils vont les garder un moment. Ouais, on leur place ça, et ils vont les garder un moment jusqu'à ce qu'ils fassent des crises qui renseignent le chirurgien. Et voilà, dès que ces électrodes vont indiquer les lieux de crise, et du coup, je sais plus exactement combien d'heures ou de jours ils le gardent, mais vite, le temps où ils les posent, des chercheurs viennent leur faire des tests, quoi. Pardon? Oui, ils ont un énorme pansement. Je pense qu'on repose quand même l'os un peu dessus. Donc, bon, il y a aussi des chirurgies. Donc, il y a aussi des chirurgies éveillées maintenant. Donc, on peut leur faire les tâches pendant la chirurgie. Et d'ailleurs, dans cette expérience, je vais vous présenter une expérience où il y a une partie où ils sont éveillés. Donc effectivement, ils sont éveillés avec le crâne ouvert. Donc tout ça n'est pas toujours sous anesthésie générale. Ouais. Donc c'est assez impressionnant. Et on est limité il faut une raison médicale, donc on est limité d'avoir des patients qui devaient de toute façon avoir des électrodes dans ces zones-là. Donc dès qu'on voit que ce patient avait un foyer probablement vers les zones temporales par exemple, du coup il aura sa grille d'électrodes vers les zones temporales, du coup on va lui faire plein de tests sur l'audition pour profiter. Oui ? Je sais pas. Là, je vais vous présenter une étude sur 12 épileptiques. Je pense qu'on arrive rarement à faire plus à la fois. En général, c'est des tout petits groupes qu'un chercheur arrive à... Je ne connais pas les stats. Je ne l'ai pas fait moi-même. Enfin, j'ai des collègues qui le font. Ça se fait à Lyon aussi.
mais moi-même, je ne le fais pas. Donc, ouais, je crois que c'est quand même pas si rare, hein, parce que à Lyon, ouais, il ne faut pas plusieurs années pour cumuler 12 personnes, quoi. Dans l'année, ça se fait. Donc, c'est pas si rare. Donc là, c'est une étude qui est sortie cette année à San Francisco. 12 épileptiques qui avaient donc ces électrodes sur le crâne. Et on leur a demandé de lire la phrase « Je n'ai jamais dit qu'on m'avait volé mon portefeuille » avec différentes intonations. Et aussi de chanter des petites mélodies de 6 notes, très simples. Et pendant ce temps, donc, on a enregistré la réponse de ces électrodes qui couvraient à peu près le cortex moteur et somatosensoriel juste à côté. Et qui suivait la hauteur de et on regardait qu'est-ce qui corrélait avec la hauteur de la voix. Donc quelle réponse cérébrale augmente quand la hauteur de la voix augmente. Donc la tâche qu'ils devaient faire, c'était d'accentuer différents mots de cette phrase. Et je vous propose de la faire vous-même pour vous mettre dans leur peau. Donc on va lire tous ensemble cette phrase en accentuant le mot jamais. On lit lentement tous ensemble. Je n'ai jamais dit qu'on m'avait volé mon portefeuille. Maintenant, on va accentuer le mot voler. Je n'ai jamais dit qu'on m'avait volé mon portefeuille. Et la dernière, je n'ai jamais dit, on accentue portefeuille. Je n'ai jamais dit qu'on m'avait volé mon portefeuille. Alors, qu'est-ce qui a varié sur le mot accentué? L'intensité. Quoi l'attaque, ouais, pas toujours. L'articulation, ouais, c'est vrai que c'était plus accentué peut-être. Et la hauteur aussi, effectivement. Donc les chercheurs ont regardé s'il y avait des zones sous les électrodes qui répondaient de façon proportionnelle à ces augmentations de hauteur dans la parole et aussi dans le chant, lors des petites mélodies simples qui variaient sur seulement 3 notes. Et ils ont trouvé effectivement une réponse dans le cortex moteur laryngé. Donc c'est à peu près l'endroit en jaune, avec des neurones qui déchargent de plus en plus la voix est haute, plus ils déchargent. Et ils se mettent à décharger légèrement avant la production du son, à peu près 100 millisecondes avant la production du son. Donc il semble que ce soit des neurones qui envoient la commande aux muscles laryngés, probablement aux cricothyroïdiens. En tout cas, plus il décharge, plus le muscle semble s'étirer. Donc, il y a une zone du cerveau qui est spécifique à ces pics prosodiques. Et juste à côté, il y a des sous-zones qui répondent aux contours mélodiques plus longs de la phrase et une autre sous-zone qui répond aux variations mélodiques. Donc tout ça, c'est dans la zone jaune du cortex moteur laryngé, mais dans cette zone jaune, il y a des petits sous-assemblées de neurones qui sont très spécifiques à un type de modulation, à un contexte de modulation des commandes des cordes vocales. Donc c'est une étude super précise. Voilà, en 2018, on en est au maximum de précision actuellement chez l'humain. Ensuite, les chercheurs en ont profité pour faire une stimulation directe de ces neurones. Donc on continue dans la charcuterie, ils ont fait une petite simulation très très légère, donc un tout petit courant électrique directement sur le cortex. Donc ils touchent directement le cortex. La personne est éveillée et donc le crâne est ouvert et on stimule cette zone laryngée motrice et ça a provoqué, donc là il y avait 80 personnes, donc ça veut dire qu'ils ont trouvé 80 personnes qui ont participé à ça et il y a eu une réponse laryngée chez 20 personnes sur 80 et dans tous les cas, donc une réponse laryngée donc orale, donc il y a quand même 20 personnes qui ont vocalisé juste parce qu'on touchait, on envoyait un petit courant électrique sur cette zone. Et puis,
tous ont eu des mouvements des cordes électriques, des cordes vocales, qui étaient enregistrés grâce à des petits capteurs de contraction. Tous ont eu une réponse des cordes vocales lorsqu'on touchait cette zone avec un petit courant électrique. Donc, bonne question. À droite ou à gauche? Là, ouais, je sais plus. Il faudra que je regarde. Je pourrais regarder tout de suite après. Donc, voilà des résultats très très récents qui montrent qu'il y a vraiment l'envoi de la commande qui se fait de cette zone. On l'a localisée de façon vraiment précise. Donc, on a parlé d'air auditive, on a parlé d'air motrice, mais bien sûr, chanter, c'est surtout lier la perception et la production. Donc là, on rentre dans des sujets très complexes qui ont encore besoin de beaucoup de recherche pour les comprendre. En tout cas, on sait qu'il y a un couplage entre l'audition et la perception qui est très très serré, très important. Par exemple, il y a des réflexes audiomoteurs, comme l'effet lombard, qui est le réflexe où, quand on est dans un cocktail, quand on est entouré de beaucoup de bruit, on va augmenter, entre autres, le volume de sa voix, l'intensité, mais aussi la hauteur. Ça, c'est un réflexe audiomoteur. Le cortex auditif et le cortex moteur se coordonnent pour s'influencer sur ce réglage de l'intensité et de la hauteur de façon inconsciente. Un autre type de recherche, ce sont des recherches où on demande à la personne de parler ou de vocaliser avec un casque qui lui donne le retour de ce qu'elle fait dans les oreilles, mais on truque le retour qu'elle a dans les oreilles et on monte par exemple un petit peu la hauteur de sa voix soudainement. Par exemple, on lui dit de chanter un A sur une certaine note et puis d'un coup, on modifie son retour et du coup, elle a l'impression qu'elle est devenue fausse et elle va forcément corriger. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle corrige dans les 100 millisecondes, ce qui veut dire que ça ne peut pas être du contrôle volontaire et qu'il y a un réflexe audiomoteur qui contrôle les cordes vocales de façon totalement inconsciente par intégration du feedback auditif artificiel ici. Pareil pour des changements de timbre, on observe les mêmes réflexes. Donc, on sait qu'il y a cette forte coordination consciente et inconsciente du système auditif et du système moteur dans la voix. Une découverte qui peut intéresser, qui a intéressé aussi le champ des recherches sur la voix, c'est la découverte du système miroir. À la fin des années 90, des chercheurs qui étudiaient le primate, les neurones moteurs chez le primate, s'intéressaient à un neurone moteur particulier qui déchargeait chaque fois que le neurone saisissait une cacahuète. Donc c'était un neurone, le singe prenait une cacahuète. Mais justement, donc le singe, c'était un neurone de l'appréhension, vraiment un neurone moteur dans le cortex moteur. Et puis ce neurone, le chercheur se rend compte que quand lui-même saisit une cacahuète, le neurone du singe se met à décharger aussi. Donc, le chercheur découvre qu'en fait, ce neurone, qui était normalement un neurone moteur, répond aussi à l'observation du même geste chez autrui. Et également, rien qu'au son de quelqu'un qui craque une cacahuète, ce neurone moteur se mettait à décharger. Donc, il y avait une sorte de simulation motrice de ce qui était entendu ou vu. Donc, ces neurones qui étaient réputés être moteurs avaient en fait des propriétés audiovisuelles. Donc ça a été un grand bouleversement parce qu'on pensait qu'un neurone moteur était consacré à la motricité et là on le voit impliqué dans la perception. Chez l'homme, donc de nombreuses équipes se sont évertuées à voir si on avait les mêmes et effectivement on ne les connaît pas encore très bien mais il semble qu'on ait aussi des neurones qui ont ces propriétés-là. Par exemple, quand on entend de la parole, on sait qu'il y a une augmentation d'excitabilité motrice, musculaire, de la langue et des lèvres de l'auditeur.
Donc il y a comme une simulation en écho, en miroir de celui qui parle. Ou alors une préparation de l'action chez l'auditeur. On sait aussi, grâce à l'IRM, qu'il y a une activation du cortex moteur chez l'auditeur, à l'écoute de la parole, du rire, de tous les sons laryngés et du chant. Là, c'est une étude que j'ai menée avec des collaborateurs à Marseille, où on a fait écouter des mélodies vocales et non vocales, donc des synthèses vocales pas très humaines, dans un IRM, à des personnes tout venant. Et quand les personnes entendaient de la voix, leur cortex laryngé moteur se connectait plus fortement au cortex auditif que quand c'était des non-voix, des mélodies non vocales. Donc entendre de la voix, ça connecte le cortex auditif et le cortex moteur. Ça prépare la production ou alors ça la simule de façon interne chez l'auditeur. Oui, pardon. Je ne vous vois pas très bien à cause de la lumière. Oui. Vocaux synthétiques, où on voit nettement que ce n'est pas de la voix humaine, mais ça imite globalement la même enveloppe temporelle, voilà, spectro-temporale. Et puis des mélodies enregistrées très humaines et imparfaites, avec un petit peu de fausseté, tout ce qu'il faut, tout ce qu'on aime. Oui, c'est vrai. J'ai pas en tête d'étude qui ait fait précisément ça. La réponse au son de son espèce, quoi. En gros, est-ce qu'on peut généraliser Ouais. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ouais. Donc, soit une réponse à l'espèce, soit juste la familiarité, parce que la voix est le son qu'on entend le plus dans notre vie, et du coup, c'est juste des réponses qui créent de la familiarité. Du coup, il y a une étude qui a essayé chez le pianiste de mettre des sons de piano en se disant il a tellement eu de sons de piano qu'on arrive à un son très très familier, quoi. Et de voir s'il y avait des réponses similaires à celles de la voix. Et il y a des réponses préférentielles. Chez le pianiste, il y a une réponse préférentielle pour le piano par rapport à tout autre instrument. Mais malgré tout, la voix avait encore sa signature propre. Mais on n'arrivera jamais à démêler ce qui est familiarité dans la perception de la voix. Donc c'est un problème de savoir combien juste la familiarité joue. Et puis oui, la réponse au cri de l'espèce, en gros, je n'ai pas d'étude en tête là, qui ait testé ça. Mais c'est possible que... C'est vrai, ouais. Mm. Ouais, c'est tout à fait possible que ce soit évolutionnaire. Mm. Oui. Donc les activations étaient plus fortes à l'écoute de la voix humaine. L'activation du cortex moteur était plus forte par rapport à la voix de synthèse. Et en termes de connexion, la connexion entre auditif et moteur est plus forte à l'écoute de la voix humaine qu'à l'écoute d'une synthèse. Oui, donc là, sûrement qu'on arriverait à berner, à obtenir les mêmes résultats. Sur... il y a forcément une limite à la perception. Enfin, si le modèle est tellement parfait que c'est indiscriminable, il y aura la même réaction cérébrale. Hein, non, il y a quand même... Si la synthèse est excellente... Ça dépend de la qualité de la synthèse. Si elle atteint la perfection, la réponse sera comme une voix humaine. Hein, ouais.
Après, on peut aussi berner la perception, l'interprétation du cerveau avec une image. S'il y a une personne, s'il pense que ça vient d'un humain ou pas. Par exemple, il y a des expériences où un son de trompette, si on fait croire à la personne que c'est une voix, voilà, on peut berner la perception comme ça avec des leurres. Donc, t'en connais peut-être, Nathalie, des expériences qui ont fait ça? Ok, il me semble que Jean-Luc s'intéressait à ça, mais je sais pas si ça a été fait. Mais ça serait intéressant, ouais. Par exemple, prendre un son de... Pardon? Oui, bon, prendre une synthèse qui soit excellentissime et non, mais là, enfin, on est à la limite de la synthèse. Hein. D'accord, c'est pas créé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mm. Bah, la dernière que je vous ai écoutée, c'est une voix venant d'un logiciel japonais fait pour faire des concerts comme ça. Donc c'était pas terrible pourtant. Ouais. Ouais. Bon, c'était parce que je pense que s'il y avait eu un mot complet, ça nous aurait peut-être plus berné, puis de la musique. Mais là, 3 fois la syllabe répétée, on entendait bien les défauts. Donc il y a peut-être des façons d'utiliser le logiciel qui berne plus l'interprétation, mais c'est pas si bien. Ouais. Ça venait justement du Japon, la troisième synthèse. Alors, essayons, pour continuer à parler sur cette question du lien entre perception et production, de modéliser très simplement ce qui se passe quand on entend une note et qu'on veut la reproduire. Si vous voulez, on le fait rapidement pour se mettre en situation. Je chante une note et puis vous la répétez. Oh. Ok. Donc vous avez entendu une note. Donc vous avez traité le son, sa hauteur en particulier. Vous vous êtes fait une représentation acoustique et aussi motrice, donc du geste vocal qui sous-tend ce son. Il y a un stockage en mémoire de la trace parce que vous avez dû retenir le modèle et le faire ensuite. Vous avez préparé, donc il y a activation d'un programme prémoteur, préparer le programme moteur vocal, et puis il y a la commande qui est envoyée aux muscles phonatoires, respiratoires pour exécuter ce programme et chanter cette note, donc contracter d'une certaine façon les muscles laryngés et respiratoires. Cette note chantée a aussi provoqué du son et puis des retours proprioceptifs, somesthésiques. Et donc ce feedback est intégré dans cette boucle. Et c'est aussi des informations qui sont intégrées et qui vont permettre de modeler la représentation
mentale, acoustique et motrice du son que vous avez en tête et continuer à affiner l'apprentissage des conséquences sensorielles de votre geste vocal. Donc vous savez que le geste que vous avez fait a provoqué cette sortie-là, ce son-là et ces sensations-là. Peut-être que ce n'était pas exactement ce que vous vouliez, donc vous avez vite corrigé. Et c'est ça, c'est la boucle que vous connaissez, perception, production. Donc cette boucle intéresse aussi les chercheurs. Et voilà quelques petites données qui ont été trouvées ces dernières années. Les chanteurs entraînés recrutent plus fort leur cortex sensorimoteur pendant qu'ils chantent par rapport à des chanteurs débutants. Donc il semble qu'ils s'appuient plus fortement sur les retours proprioceptifs et somesthésiques pendant leur chant. Et à la fois, dans une expérience où on anesthésiait les cordes vocales de chanteurs, entraînés ou débutants, les chanteurs ont été moins perturbés que les non-chanteurs. Donc ça veut dire qu'ils savaient ne plus s'appuyer sur leur retour proprioceptif quand ils en étaient privés. Donc il semble que par défaut, ils utilisent plus ces retours, mais si ils en sont privés ou il y a une perturbation, ils peuvent s'en passer. Intéressant. Sur le feedback auditif, on a eu des résultats un peu similaires, où, comme tout à l'heure, des chanteurs entraînés et débutants avaient un casque sur les oreilles et ont perturbé artificiellement le retour qu'ils ont de leur propre voix. Et dans une première phase de l'expérience, on leur demandait de compenser la modification qu'on leur inflige. Par exemple, on leur dit de tenir une note et puis on augmente d'un quart de ton la hauteur de ce qu'ils ont produit et on leur dit ne vous laissez pas faire, compensez ce que vous entendez dans le casque. Là, on a observé qu'il n'y avait pas les mêmes réactions cérébrales en IRM chez les non-chanteurs par rapport aux chanteurs. Les non-chanteurs activent plus le cortex prémoteur et les chanteurs activent plus le cortex auditif. Par contre, lorsqu'on dit les chanteurs semblent plus se reposer sur ce feedback auditif. Ils l'utilisent plus. Mais quand on dit aux personnes d'ignorer le retour qu'ils ont dans le casque, les non-musiciens ont été moins capables d'ignorer ce feedback que les chanteurs. Donc comme tout à l'heure, par défaut, on dirait que le chanteur utilise plus ce retour, mais il peut s'en passer s'il est en circonstances adverses. Voilà quelques recherches qui se sont intéressées à cette boucle perception-action. Maintenant, dans la dernière partie de mon exposé, je vous propose d'aller voir les défauts de justesse chez la population tout venant. Donc voilà, on n'est vraiment pas chez le chanteur, on est chez des personnes dans la rue à qui des chercheurs ont demandé « Est-ce que vous pourriez chanter Joyeux anniversaire, s'il vous plaît ?» Donc vraiment, tout le monde. Il y a une étude comme ça. Alors, chez le tout venant, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression qu'une personne chante faux ? Je vous fais écouter quelques productions vraiment tout venant comme ça, et vous allez me dire ce qui vous semble constituer la fausseté dans l'impression. Ou peut-être vous trouverez que ce n'est pas très faux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Benoît, joyeux anniversaire. Voilà, normalement, là, t'appuies comme un taré sur la table. Un autre et après on discute sur les trois. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Benoît, joyeux anniversaire. Et le dernier. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Ah d'accord. Il y a des points communs. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Benoît, joyeux anniversaire. Alors qu'est-ce qui constitue le fait de chanter faux ? Qu'est-ce que vous avez entendu comme défaut ? Ouais, à la fin des phrases mélodiques, il y a un décrochage de tonalité
qui a été appelée modulation. La personne commence dans une tonalité et elle finit dans une autre, quoi. Et ça se passe toujours à la fin d'une phrase mélodique. Pardon ? Exactement. On sent une sorte de paresse du larynx ou je ne sais quoi. Ou la peur d'être faux. Ouais, ouais. Une sorte d'inhibition pour sortir la note aiguë et qui fait un décrochage qui parfois du coup va se poursuivre jusqu'à la fin de la chanson. Mm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tout à fait. D'autres observations ? Oui, pardon, désolé. Nous, on l'a pas fait. Ouais, on l'a pas fait. Je pense qu'il y en a qui poursuivraient de façon identique à ce qu'on a entendu, et il y en a d'autres qui seraient aidés. Je pense qu'il y a deux profils là. Mm. Oui. Le premier, il était quand même assez motivé, mais les deux autres moins. Non, mais c'est vrai, on pourrait se dire. Ouais, oui. C'est vrai qu'elle a le sourire. Ouais, 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 on entend le sourire. Ouais, c'est vrai. Pardon ? La troisième, elle le savait, plus ou moins. Enfin, ceux qui le savent, c'est souvent parce qu'on leur a dit. Ben, ouais, ouais, ouais. Je pense que justement, elle sait qu'elle fait une prestation fausse, quoi. Donc, elle se. Ouais. Il n'y a même pas respect de la mélodie de base, quoi. La mélodie est perdue, quoi. Ouais. C'est peut-être le seul endroit où il y a des gens qui chantent faux qui se sentent à l'aise de, voilà, de se produire, à part sous la douche. Ouais, ouais. Donc ça c'est vrai. J'ai été surprise en enregistrant pas mal de joyeux anniversaires aussi auprès de différentes personnes, de voir qu'il y a des gens qui disent est-ce que vous pouvez me rappeler la mélodie ? Et moi je me dis mais c'est la chanson la plus connue. J'aurais jamais pensé que j'ai besoin de rappeler comment. Donc il semble qu'il y a une trace en mémoire qui est fragile. Oui, donc on peut penser qu'il y a une baisse de l'imprégnation, de la mise en pratique, de la pratique. Ouais. Oui, alors oui. Alors là, c'est intéressant. Voilà. C'est bien possible. C'est bien possible. Donc là, vous touchez à ce à quoi on va venir sur l'approche. Quel est le problème chez les personnes qui chantent faux en termes cognitifs ? Exact. Donc, on va revenir à ce que vous dites. Oui ? Des variations. D'accord. Le... Ouais, il y a peut-être une variabilité qui n'est pas à supprimer, quoi.
Effectivement, ouais. Il y a une octave, je crois, entre la note aiguë, et c'est beaucoup pour une personne non entraînée, ouais. Mm. D'accord. Donc vous avez entendu ou pas? D'accord. C'est comme s'ils prenaient pas comme exemple la production de leurs camarades, quoi. Ils prennent que la vôtre en représentation de base. Ouais. Mm. Ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ouais, c'est sur la fragilité de la trace auditive, quoi. Ça c'est très intéressant. D'accord. D'accord. Ah oui. Renforcer tous ces feedbacks. Ouais. Ah d'accord. D'accord. Et- Ouais, renforcer étayer ses retours, renforcer à fond tous ses retours. Ça, c'est plus dur à corriger. Ça. Oui. Les classes de cinquième. Ah ouais, d'accord. Ça pourrait, ouais, ça pourrait, ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, mais donc l'hypothèse c'est que à force d'entendre la musique dans un casque, il y a une baisse des capacités de traitement du son, d'analyse des scènes auditives, comme on dit, et qui gêne ensuite la capacité à imiter un son, enfin à reproduire un son. Ouais. Alors, si vous voulez, je vous présente quelques résultats sur l'exploration des causes des défauts de justesse au niveau cognitif, et après on peut reprendre cette discussion. Vous
vous verrez comment ça résonne pour vous, ces pistes apportées par les chercheurs. Donc, d'après une étude, justement celle qui a enregistré des gens dans un parc au hasard, il y avait un énorme pourcentage de la population qui chantait juste. Par exemple, donc c'était au Canada et il y avait un chanteur très populaire là-bas qui chantait le Joyeux anniversaire canadien, qui n'est pas Joyeux anniversaire. Et c'est Jean Dupéy, je crois. Et le chanteur initial de cette chanson avait été enregistré et lui-même, il n'était pas parfaitement juste. Donc ça servait de repère. Et on voyait que dans la population, il y avait 90% à peu près qui chantaient vraiment très juste. Donc après, il faut choisir le seuil à partir duquel on déclare que c'est faux et qu'est-ce qu'on considère comme faux. Mais il semblerait qu'il y ait 10 à 15% de la population qui chante faux. Donc, il y a cette question, à partir de quand est-ce que c'est faux? Donc ça dépend, est-ce qu'on parle d'une chanson entière? Est-ce qu'on parle d'une seule note? Est-ce qu'on parle d'un intervalle? Et des contours respectés, des tailles d'intervalles respectées, etc. Donc ça, c'est toute une question qui n'est pas tranchée, qui dépend des points de vue des chercheurs, en l'occurrence. Il y a eu un intéressant effet qui a été montré, c'est une espèce de tolérance à la fausseté chez l'auditeur pour la voix humaine. C'est-à-dire qu'une voix humaine légèrement fausse, ça passe très bien, on la considère comme juste, tandis que par exemple un violon qui a le même degré de fausseté, là ça nous gêne. Donc ça a été appelé le Vocal Generosity Effect. Sur un son pur ou un son instrumental, c'est insupportable. Voilà, notre seuil de tolérance de la fausseté est abaissé. Voilà, c'est celle de tout à l'heure, l'imperfection qu'on aime et qu'on tolère et qui nous semble normale parce que c'est du biologique, c'est du mouvement, c'est de la vie. Alors les symptômes qui ont été décrits sur les gens qui chantent faux dans la population tout venant, c'est répéter une note loin de la cible. Donc parfois le seuil on considère comme faux à partir de 1/4 de ton. D'autres chercheurs disent un demi-ton, ça commence à faire beaucoup. Des transpositions, comme tout à l'heure, on a vu que parfois une phrase mélodique qui est d'un coup au milieu d'une chanson transposée entièrement, ou toute la fin de la chanson transposée. Des compressions d'intervalles, donc les intervalles sont plus souvent réduits que augmentés. Des imprécisions, si on demande plusieurs fois à la personne de chanter la même note, chaque fois elle tape à un endroit différent. Et des problèmes de mémoire, oubli des mélodies. Donc ça, c'est différents symptômes des défauts de justesse qui ont été décrits. Alors, exploration des causes. Si on revient à notre petit modèle simple tout à l'heure, les chercheurs ont identifié 3 causes et j'exclus la cause qui serait le manque d'exposition à la musique et d'entraînement. Donc ça, c'est une cause psychosociale, on va dire, qui est réelle, mais qui devrait disparaître si on entraîne la personne. Et là, on va parler plus de choses plus résistantes. Donc, il y aurait des personnes qui ont un problème au niveau de l'exécution du programme. Ça, c'est une forme moteur vocale. Et des personnes qui auraient un problème de lien entre la perception et la production. Donc c'est au moment de préparer le programme moteur vocal qu'ils ne savent pas comment programmer leur coordination de muscles, alors qu'ils ont en tête une bonne représentation de la mélodie qu'ils doivent fournir. Donc c'est ces personnes qui vont s'exprimer en disant « mais je l'ai dans ma tête et quand je le chante, ça ne sort pas comme je le voudrais ». Cette catégorie de personnes serait la plus répandue. Et la dernière catégorie, c'est des personnes qui ont une mauvaise oreille. Donc elles n'ont même jamais bien encodé le modèle de la chanson. Elles ne traitent pas correctement le son ou la note à répéter. Et donc forcément, tout ce qui découle ensuite comme processus il n'y a pas de représentation qui se construit, donc pas de programmation motrice qui peut se construire. Cette catégorie des gens avec une mauvaise oreille serait la moins fréquente. Il n'y aurait que 5% des mauvais chanteurs qui auraient une mauvaise oreille. Donc c'est des études ces chiffres-là restent à prouver et à répéter sur des populations plus grandes. Hein. Alors comment savoir quelle est la cause d'une personne qui chante faux, puisque le résultat est toujours le même, elle chante faux. Donc lequel des profils elle est?
une expérience assez astucieuse, je trouve, a été inventée. Les chercheurs ont construit un petit instrument qu'ils ont appelé un slider, sur lequel la personne se promène avec le doigt et ça produit un son qui est continu, comme la voix. Donc ça permet à la personne de faire la tâche de répétition de voix sans utiliser son larynx. Ça permet de contourner ces probables problèmes vocaux s'il y en a. Donc on lui chante une note et on lui demande de le répéter soit avec sa voix, soit en cherchant la bonne note sur le slider. Donc à vous de faire un diagnostic. Si on a un élève qui est faux à la fois quand il répète la note avec sa voix et à la fois quand il répète la note avec le slider, qu'est-ce que vous pensez qu'il a comme problème ? C'est l'oreille. C'est l'oreille, c'est le début. C'est que dès la base, il l'a pas. Donc, quelle que soit la sortie, le son est mal analysé, encodé. Donc, il ne se formera pas de représentation correcte du son. Donc là, on a affaire à une personne qui a une mauvaise oreille. Maintenant, quelqu'un qui est juste avec le slider, mais faux avec la voix. Ouais, c'est plutôt quelqu'un qui a un problème de lien entre la perception et la production. C'est-à-dire que... c'est plutôt le contrôle de sa voix qui est mauvais, parce qu'il arrive, s'il n'a pas à utiliser sa voix, il arrivera à reproduire la mélodie ou la note demandée. Donc c'est le dernier cas. Et pour explorer les liens entre la perception et la production, une façon astucieuse de faire, c'est de faire répéter une note après une voix ou après un piano. Après une voix, on aide la personne à se faire son programme moteur, grâce notamment aux effets miroirs que j'ai décrits tout à l'heure. La personne, un peu en écho, en miroir, trouve du support dans le modèle qu'elle entend pour programmer et imiter le geste vocal. Elle n'a pas juste un modèle acoustique dont il faut qu'elle retrouve quel est le programme moteur associé, mais elle a aussi un modèle vocal, même s'il est invisible. Ça peut l'aider à activer des représentations prémotrices et motrices pour lancer son programme à elle. Donc, une personne qui serait fausse avec un piano, mais juste avec une voix, ça peut être ce type de personne qui a des problèmes de lien entre la perception et la production. Et on l'aide avec un modèle de voix. Alors pour finir, une petite présentation de la musique congénitale. Ça a été mon sujet de recherche ces quelques années dernières, avec d'autres chercheurs de Lyon, et une petite équipe là, qui s'intéresse à la musique congénitale, qui sont des personnes qui sont dans le type mauvaise oreille, mais vraiment, c'est une mauvaise oreille profonde et durable. Ce sont des personnes qui ont comme une dyslexie de la musique, qui va être très difficile à rééduquer, puisque le son est mal analysé, mal encodé dès les premières étapes de traitement du son. Dès le cortex auditif primaire, il y a des défauts dans le traitement du son. Donc ces personnes vont évidemment chanter faux. Il existe une batterie pour diagnostiquer ce syndrome, la MBEA, qui est une batterie qui a été proposée, qui est utilisée à l'international, où la personne doit comparer deux mélodies. Elle doit juste dire si elles sont identiques ou différentes. Et il y a plusieurs sous-tests. Dans le premier, il y a une différence dans le contour mélodique. Dans le deuxième, il y a une différence dans une taille d'intervalle qui est réduite. Dans le troisième, il y a une différence rythmique entre la première et la deuxième. Et donc la personne, on calcule un score sur chacun des sous-tests pour faire un peu son profil de capacité auditive. Ce test d'analyse de la musique. Ce test est en libre téléchargement sur Internet, donc il faut un peu fouiller, mais vous pouvez taper MBEA, et celle qui l'a inventée, la chercheuse son nom de famille c'est Peretz. J'ai pas écrit là. Peretz. Donc voilà, il y a des petits ensembles de mélodies à comparer. Il est aussi sorti il n'y a pas très longtemps une version pour enfants qui est raccourcie et qui est sur le même principe. Il y a aussi un sous-test de mémoire implicite, c'est-à-dire à la fin de tous les petits tests, on fait écouter certaines des mélodies qui ont été entendues et on leur demande est-ce que cette mélodie, vous l'avez entendue dans toute la séance qu'on vient de faire. Donc ça fait aussi un score de mémoire implicite musicale.
Souvent aussi, quand on explore les capacités, enfin l'oreille des personnes, on calcule leur seuil de discrimination fréquentielle. Quand ils écoutent deux sons, enfin, on trouve quelle est la plus petite différence de fréquence, de hauteur, qu'ils arrivent à entendre entre deux sons purs. Donc souvent, les amusiques congénitaux ont un seuil élevé, plutôt autour du demi-ton. Il leur faut un demi-ton en moyenne. Bon, il y a une grande variabilité selon les personnes, mais souvent il leur faut un demi-ton pour commencer à entendre qu'il y a une différence entre deux notes. Donc c'est beaucoup. Est-ce que vous savez quelle est la plus petite différence chez le musicien ou chez le normaux dans la population normale? Pardon? Oui, alors moi j'utilise pas les commas, j'utilise les. Ça vaut combien? J'utilise les centièmes, les cents. Pardon? 9 commas dans un ton. Donc ça fait. D'accord. D'accord. Ouais, j'ai pas l'habitude d'utiliser les commas. Ouais, okay. Moi je dis les cents, les centièmes de demi-ton. Donc c'est à peu près 20. Ouais, et ouais, c'est pas les mêmes. C'est à peu près 20 centièmes de demi-ton, le seuil moyen dans la population tout venant. Et un musicien arrive à 2-3 centièmes de demi-ton de discrimination. Mais ok, désolé, je n'ai pas l'habitude de l'unité des commas. Donc les symptômes dans la musique, des difficultés à détecter une fausse note, donc ils passent complètement à côté des fausses notes, chez eux et chez autrui, des difficultés de mémoire, encoder une mélodie nouvelle. Ils peuvent avoir des difficultés à reconnaître un air, on leur chantonne Joyeux anniversaire et on leur dit quelle chanson c'est, ils ne savent pas. Parfois, pas d'émotion musicale. Ça, c'est un sous-profil dans la musique, pas tous n'ont ça, mais certains n'aiment pas la musique, évitent la musique, ne ressentent rien à l'écoute de la musique. Et certains ont des problèmes rythmiques aussi. Donc ça peut être associé, mais ce n'est pas chez tous non plus. On a fait des IRM et des études en IRM fonctionnel pour savoir s'il y avait des différences dans la structure ou le fonctionnement du cerveau de ces amusiques. Et on a trouvé effectivement des différences. Il y a moins de matière grise et de matière blanche dans certaines parties du cerveau. Il y a moins d'activation quand ils chantent dans d'autres parties. Il y a moins de connectivité entre audition et production que dans la population non entraînée, mais pas à musique. Au niveau rééducation, il n'y a pas grand-chose, parce que souvent ceux qui rééduquent et les profs de chant ne sont pas ceux qui publient les articles, donc il faudrait plus de partenariat entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui font de la recherche. Ouais. Oui. Bonne question. C'est juste qu'ils n'ont aucune autre lésion. Enfin, il y a leur. Ouais. Parce que qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être une pathologie qui est acquise, c'est ça? Si c'est pas congé. Ou un manque d'entraînement. Ouais. Hmm. Ouais. Ouais. Oui. Alors ça, c'est vrai qu'il y a un argument. Donc il y a quelques études génétiques où il y a des familles à amusie. Donc on sait, il y a quelques familles où ça ressort. Il y a des amusies fortes qui ressortent beaucoup. Donc on sait qu'il y a un facteur héréditaire qui n'explique pas tout, voilà, mais il y a une susceptibilité génétique qui est un argument en faveur de cet aspect congénital. Ouais. Bon, donc il y a certains amusiques qui n'ont pas de parents à musique, ça n'explique pas tout, hein, mais quand même ça intéresse. Ouais, sûrement.
Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, mm. Mais on pourrait dire que... oh, ouais. Mm, mm, mm. Ouais, ouais. C'est comme la dyslexie. Des enfants sont tous exposés à une méthode de lecture, puis il y en a certains qui vont ne pas répondre aussi bien que les autres à ces méthodes de lecture parce qu'il y a un problème probablement voilà, cognitif ou autre qui les gêne pour rentrer alors que tout le monde rentre en quelques mois dans la lecture ou un an, et d'autres enfants il leur faut beaucoup de temps. Donc on peut le voir comme ça pour la musique. Mais le dyslexique, est-ce qu'il sera un jour complètement guéri de sa dyslexie ? Je pense que l'orthophoniste dit plutôt qu'il va compenser, qu'il va minimiser ses handicaps, et que peut-être il va pouvoir donner le change complètement ou avoir des stratégies qui vont faire qu'il sera au final tout à fait bon lecteur, mais il restera dyslexique et ce sera plutôt de la compensation. Donc là, il faut plutôt penser la musique comme ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sûrement l'amener plus loin par la rééducation, mais c'est quelque chose de profond, de structurel quand même, le trouble qu'il a. Dans la définition de la musique congénitale, il y a l'idée que la personne a été exposée de façon normale et que c'est en l'absence de tout autre... c'est un trouble cognitif, et alors que toutes les autres compétences sont normales et le contexte voilà, socio-psychologique tout a été là pour que la compétence musicale s'installe, mais elle ne s'est pas installée. D'ailleurs, on a une musique qui participait, qui avait pris 5 ou 7 ans de violon. J'osais pas imaginer comme ça devait être difficile pour la famille, mais ça n'a rien donné. Donc toutes ces années, peut-être que ça aurait été pire si elle n'avait pas fait ces années, mais en tout cas, elle chantait très faux et elle avait beaucoup de mal à discriminer les mélodies, les fausses notes, etc. Donc malgré cet entraînement intensif, son progrès n'effaçait pas son problème initial, quoi. Ouais. Oui. J'avais regardé sur la musique en fait que c'était des lésions qu'il y avait au niveau du cerveau, au niveau du cortex. Et du coup, quand vous avez des personnes qui ont ce genre de soucis, comment vous regardez, vous faites quelque chose en imagerie? Oui, donc on a fait de l'imagerie, on les a mis dans l'IRM, on a fait un cerveau moyen de la musique, on a moyenné une dizaine de personnes à musique, on a aussi fait des électrodes, donc de l'électrophysiologie. Et on voit des anomalies structurelles, donc la matière même du cerveau qui est un petit peu modifiée, des anomalies dans les quantités d'activation des aires auditives et prémotrices, et aussi des sous-connexions et d'autres surconnexions entre certaines aires. Donc le réseau, il fonctionne différemment. Alors la question, est-ce que c'est vraiment congénital ? On pourrait dire toutes ces modifications, c'est peut-être des choses qui se sont mises en place après. Peut-être par exemple que la personne s'est arrêtée de chanter et que du coup, ça a modifié son cerveau parce qu'elle a arrêté d'écouter de la musique ou de chanter. Donc quand on observe comme ça des corrélats cérébraux et des anomalies, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui est une cause et qu'est-ce qui est une conséquence. Il y a un mélange des deux. Donc ça, c'est une question que l'imagerie a du mal à trancher. Mais oui, donc le cerveau de la musique est différent de celui de la personne non entraînée, mais non à musique. Et le cerveau de la personne musicienne ou chanteuse est aussi très très modifié. Ça, c'est une autre conférence. Oui, alors ça intéresse beaucoup de chercheurs encore maintenant, puis il y a déjà pas mal de publications pour essayer de voir est-ce que ça les gêne pour comprendre la prosodie linguistique, donc par exemple une interrogation, affirmation, ordre, ou la prosodie émotionnelle, détecter les émotions dans la voix. Et ce qu'on trouve, c'est que ça les gêne pas au quotidien parce qu'il y a trop d'indices qui viennent tous se superposer pour permettre de comprendre les émotions et les interrogations. En plus, dans la parole, on pourrait croire que la parole est plus monotone que le chant, mais c'est pas vrai. Par exemple, une interrogation,
Je me rappelle plus le chiffre exact, mais je me rappelle plus si c'est quinte ou jusqu'à l'octave, ça peut aller. Une courbe prosodique interrogative, c'est très très large comme variation. Donc ils sont pas gênés pour si leur seuil est à un demi-ton par exemple, entendre une quinte, c'est pas un souci. Et pour reproduire, je connais pas d'études. Non. Un peu monotone. Moi, je l'entends pas, donc il faudrait voir à un niveau subtil. Et d'ailleurs, sur la perception, là où on a commencé à voir des défauts, c'est quand on est allé dans des choses très très subtiles. Donc on est vraiment dans un contexte de laboratoire, on est hors de la parole quotidienne, et on leur fait par exemple des vocalisations émotionnelles discriminées si le A exprime la déception, la surprise, etc. Et là, ils sont moins bons que des sujets contrôle. Donc, il y a quand même une perte, mais qui se compense super bien, qui ne va pas les gêner au quotidien. Donc, ça n'intéresse que les chercheurs. Dans la vie quotidienne, tout va bien. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une connexion entre parole et chant. Le système du chant, il impacte aussi la parole. Enfin, ils sont liés. Ah oui, j'avais pas fini. Non, c'était juste pour vous dire que c'était très pauvre en termes de publications sur la rééducation de la musique. Il y avait un essai qui a été publié d'atelier chant pendant 7 semaines auprès de la musique qui montrait un léger progrès, mais c'était très modeste. En même temps, 7 semaines, c'est pas très long. Il y a eu l'exposition d'enfants à musique, tous les jours, plusieurs heures à la musique pour voir si ça changeait quelque chose à leur performance. Et non, là, ça n'a rien fait du tout. Et puis dans notre laboratoire, on a essayé de proposer des supports visuels pour voir si ça aide leur mémoire ou leur capacité de discrimination du son. Par exemple, là, il faut discriminer la note qui change. Et avec des points qui clignotent ou un support visuel, est-ce que ça aide le traitement du son? Et selon on a eu des résultats mitigés. On est arrivé à créer certains supports qui pouvaient aider à effectuer la tâche de discrimination sonore, et d'autres qui perturbaient ou qui ne faisaient rien. Donc c'est pas évident, c'est en cours. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont une expérience empirique, mais qui ne sont pas publiés dans le domaine de la recherche, évidemment. Où est-ce qu'on en est de savoir comment les enfants entendent, justement par rapport au halo d'harmonie et la capacité à extraire ou à percevoir la fondamentale? C'est intéressant. Alors là, je ne connais pas le chant. Je sais que le système auditif de l'enfant n'est mature qu'à 6 ans. Et typiquement, pour ce genre de choses, je pense que ça mature encore tard, quoi. Au long de la maternelle, il y a de la maturation. Tu sais, Nathalie, le développement des harmonies, de l'extraction de la fréquence fondamentale chez l'enfant, c'est plus ton domaine, peut-être, mais peut-être pas chez l'enfant. Le bébé, dès la naissance, a une perception du contour intonatif de la voix de sa mère en particulier, qu'il a entendu in utero. Voilà, donc ce développement-là se fait déjà in utero. Et des contours de sa langue maternelle aussi. Oui, voilà. Il reconnaît sa langue maternelle. Un son musical d'extraire, de dire la fondamentale, c'est celle-là dans le halo d'harmonie. Je pense que ça se développe peut-être avant qu'il soit capable de l'exprimer verbalement. Et c'est avant 6 ans ou après 6 ans Je ne crois pas qu'il y ait des études là-dessus. Non. Est-ce que c'est une éducation ou est-ce que ça devient... Déjà, ça devient une éducation de la verbalité dans la façon dont on souhaite l'exprimer. Il peut très bien avoir cette perception-là. Je pense qu'il y a une maturation neurologique et de l'exposition et de l'entraînement à travers son environnement, quoi. En tout cas, sur le contrôle de la justesse, en production, je sais que vers 11 ans, c'est là qu'il y a une justesse comme un adulte. Et vers 6 ans, on a encore pas mal des tailles d'intervalles pas très précis quand ils chantent une chanson. Et la tonalité n'est pas bien respectée. Donc c'est là qu'ils font des modulations qui commencent dans une tonalité et qui finissent la chanson dans une autre. Donc voilà. Je connais plus en production, il y a quelques descriptions, mais en perception, je ne sais pas. En conclusion, donc vous voyez que ce domaine des neurosciences de la musique, de la voix, c'est des techniques parfois élaborées, parfois très simples, mais c'est aussi poser des questions
Et c'est là que c'est intéressant d'avoir des partenariats. Je suis sûre que vous avez des questions. Vous avez aussi des pistes de réponses qui sont empiriques souvent. Et avec des moyens contrôlés d'un laboratoire, on peut construire des démarches qui permettent de poser des réponses petit pas par petit pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a montré un petit peu ce qui se fait dans quelques laboratoires dans le monde, dans ce petit champ des neurosciences de la voix chantée. Merci.